Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 800 de Kingdom. Un chapitre juste exceptionnel, mais un chapitre qui nous indique également un gros tournant pour Kin, du coup, dans l'univers de Kingdom. On commence donc directement le chapitre 1 avec donc une réunion du conseil, on va dire, de Kin tout simplement, qui compte un petit peu qu'est-ce qu'il possède. Qu'est-ce que chaque château possède en soldats, en armes, etc. Et on se rend compte rapidement que bah il y a pas grand chose. Il y a quelques centaines de soldats par-ci par-là, mais bon globalement c'est pas énormissime. Et en plus, on se rend compte que les comptes ne sont même pas précis. C'est-à-dire que d'un côté, on a un rapport qui va indiquer qu'un château possède par exemple 500 hommes, mais en réalité, ils en ont qu'une centaine ou 200 au mieux. Donc très clairement, à ce niveau-là, les comptes ne sont pas bons, et ça, bah, c'est pas foufou au niveau organisation, très clairement, et ça va avoir un rapport avec la fin du chapitre. On a donc évidemment les conseillers qui veulent retourner tout simplement dans le nord de Zao, mais très clairement, enfin c'est pas sérieux. Il nous informe ici que même si Shoeiken n'est pas présent dans la salle, ils ne peuvent donc bien sûr pas prendre de décision réelle, mais ils commencent à y réfléchir et veulent donc envoyer quelques broutilles de soldats dans le nord de Zao. Mais c'est pas avec des 100 plus 100 qui vont former une armée de 200-300 000 hommes potentiellement. L'armée d'Usen c'était 240 000 il me semble, en comptant évidemment Yotanwa et tout. Au total c'était 240 000 il me semble. Celle de Kang qui avance c'était 140 000. Donc très clairement ici ça fait extrêmement mal. On a Sei et Shubunken qui évidemment de leur côté gardent vraiment un visage fermé. Très clairement on n'est pas sur des réjouissances dans ce chapitre. Et on a donc ici Fukyu qui intervient, nouveau personnage tout simplement, donc candidat pour être le prochain chancelier, et qui va tout simplement calmer tout le monde et leur dire que bon, envoyer un corps des gens dans le nord de Zao, vraiment c'est plus utile. Ça ne servirait à rien, ça ferait juste perdre des soldats en plus pour rien. Et il a totalement raison. Certes, c'est peut-être un jugement pessimiste, mais c'est surtout totalement réel. À l'heure actuelle, Kin ne peut pas se permettre d'envoyer une autre armée là-bas, c'est impossible. Pas en l'état actuel, tout du moins. On a donc évidemment ce Fuku qui va nous informer que bah l'argent et les hommes, bah c'est pas illimité. Et là, ils en ont quand même perdu énormément. On va justement apprendre que 300 000 hommes ont péri justement dans le nord de Zao. Alors encore une fois, ici je suis pas certain des chiffres, parce qu'on a les 240 000 de Uzen, alors bon, tous ne sont pas morts bien sûr, mais même si on compte pas ça, c'est un peu étrange, parce qu'on rappelle qu'il y a aussi les 200 000 hommes d'Orshu, qui ont été totalement massacrés. Donc autant dire bah, que ça pique. Alors, il restait quand même, oui, des hommes par-ci par-là dans cette armée de 200 000, mais globalement, une bonne partie s'est fait massacrer. On compte en plus les 200 000, enfin les 140 000 pardon, de Kanki, plus l'armée d'Uzen elle-même qui a été totalement annihilée, donc ça fait 100 000 en plus. Je pense qu'on est clairement au-delà des 300 000 pertes en réalité au total. Mais même assez largement, on se rapproche peut-être même plus des 500 000. 500 000 pour information, c'est ce que tous les pays réunis ont envoyé pour la coalition. Histoire de dire, c'est énormissime comme perte pour un seul royaume. Donc voilà, même 300 000 c'est juste énormissime. C'est totalement hors norme réellement de perdre autant. Et ici, encore une fois, on se rend compte que oui, cette guerre a été très meurtrière, mais tout comme celle d'avant dans le nord de Zao. Riboku ici vraiment a fait du très très sale, et il a fait extrêmement mal à Kin. On a donc tout le monde qui tente voilà, un petit peu de rationaliser la situation tout simplement, et de se rendre compte que bah, c'est juste plus possible. Les caisses du pays ont été totalement ébranlées du fait que forcément ça fait 300 000 salaires qui ont dû être payés. Donc très clairement ici Kin est dans une situation vraiment très très sale tout simplement. Ils sont vraiment extrêmement mal en point. Et on a Shubun-kun qui de son côté dit que bon bah c'est normal, c'est ça la guerre, parce qu'en même temps on a évidemment les hommes du Nord qui ont évidemment pris et très très cher aussi. Donc, les hommes du Nord c'est Yotanwa etc. Alors certes on ne l'a pas vu, mais c'est clair qu'ils ont subi quand même pas mal de pertes forcément. Alors on les a pas trop vus, mais ils ont dû en perdre, et surtout qu'ils en ont perdu globalement pour pas grand chose.
parce que bah ils se sont perdus, ils ont dû fuir tout simplement. Donc voilà. Et on a Richie hein, qui tout simplement se ramène également et vient confirmer que bah, pour le moment, hein, vraiment ça sent pas bon tout simplement. Hein, vient confirmer. Et en plus on a un rapport justement ici du fait que bah, on a Wei hein, qui s'est préparé, qui commence un petit peu à se préparer parce que l'alliance va se terminer sous peu. Et on a également de l'autre côté un rapport affirmant que même Shu sont en train de préparer des hommes. Donc on a Wei et Shu qui se préparent à envahir Qin. Et on est sûr et certain que ça va arriver. Qin à l'heure actuelle est dans un état de faiblesse catastrophique. Très clairement, ils vont en profiter. Donc on va avoir très clairement une guerre défensive, voire deux hein, même potentiellement. À voir si Shu et Wei décident de faire une alliance même, histoire de vraiment mettre Qin dans le caca, comme on va dire, hein, tout simplement. Donc voilà. Et on a ici justement le moment qui fait très mal dans ce chapitre. Hein, tout le monde qui va se rendre compte que ils doivent tout simplement renoncer à ce rêve d'unification de la Chine et qu'ils doivent plutôt changer d'objectif pour quelque chose de plus réaliste. C'est-à-dire globalement une alliance de tous les pays dont Qin serait le chef. Mais évidemment, ça ne plaît pas à Sei et en même temps on a Shubonken qui refuse d'admettre cette vérité, hein, entre guillemets. Et clairement, on a ici vraiment un conflit politique pur. Hein. Là, vraiment, on a des partis qui se balancent les uns sur les autres, tout simplement, pour savoir quoi faire. C'est vraiment la catastrophe, hein, tout simplement. Entre ceux qui veulent, on va dire, qui ne veulent pas croire, en fait, au fait que ce soit potentiellement terminé, et ceux qui l'ont compris, et forcément ça pique, et ils cherchent donc un objectif plus raisonnable. Sachant que Sei, pour le moment, n'est toujours pas intervenu, hein, c'est à noter. Sei n'est pas intervenu une seule fois. On le voit souvent, hein, c'est-à-dire dans ce chapitre, on le voit souvent réagir. Enfin, non, justement, il réagit pas, mais on le voit souvent. S'y réagir, mais seulement avec des mimiques, c'est-à-dire son visage. On ne le voit pas parler, c'est ce que je veux dire, tout simplement. Puis on va donc apprendre tout simplement que, évidemment, Shuaiken n'est pas présent, enfin, on le savait déjà, mais on va comprendre pourquoi. Parce que tout le monde se demande tout simplement où est-ce qu'il peut être. Et certains vont avoir peur que, bien sûr, suite à ces échecs répétés, il décide de sauter la vie. Et on arrive donc sur le flashback, le flashback du chapitre 1, tout simplement, d'un Shuai-kun qui tout simplement s'excuse vraiment pour ça, parce qu'il est celui à blâmer pour cette défaite-là. Alors, il n'est pas le seul à blâmer, mais ça reste le stratège de Qin. Hein. Donc, clairement, ici, il s'est fait avoir pareil beaucoup, en beauté 2 fois. Donc là, très clairement, ça pique hein, pour lui. Ça pique vraiment beaucoup. De toute façon, je vais faire une vidéo pour reparler justement de cette guerre là qu'on vient d'avoir. Pourquoi est-ce que Uzen s'est fait fracasser comme ça? Et pourquoi est-ce que même Shuai-kun ne pouvait absolument rien faire ici? J'en parlerai dans une vidéo dédiée du coup à cette guerre là. Et peut-être même que je ferai une autre vidéo pour préciser pourquoi Riboku à l'heure actuelle est quasiment intouchable. Mais ça, voilà, encore une fois, ce sera plus tard. On a donc Shuai-kun hein, qui voudrait perdre sa tête, hein, tout simplement, qui veut être décapité, il veut être puni, et on a Sei qui va enfin réagir dans un flashback, et là Sei il m'a clairement ému. Parce qu'on a du coup Shuai-kun hein, qui va confirmer que cette fois-ci il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de stratégie, et on a Sei qui va dire évidemment qu'il n'y en a pas. On tente de faire quelque chose qui n'a jamais été fait, donc forcément qu'il n'y a pas de stratégie simple sur ça, bien sûr qu'il n'y a pas de chemin, il faut en créer un tout simplement. Et ça vraiment ça m'a ému hein, tout simplement. Sei qui encore une fois vraiment est juste exceptionnel comme personnage. C'est-à-dire qu'il sait parfaitement à l'heure actuelle dans quel pétrin ils sont, et il demande tout simplement à Shuai-kun de réparer ses erreurs. Hein. Vraiment, Sei, il lui dit tu perdras pas ta tête parce qu'en gros ce serait pas drôle, tu vas réfléchir tout simplement à un plan pour nous sortir de ce bordel, on va dire. Et on a donc Shuai-kun qui va demander 3 jours. Alors, il va mettre un peu plus, mais il va demander 3 jours tout simplement pour réfléchir à un plan hein, pour retourner sur ce chemin d'unification. Chose que Shuai-kun va faire. On arrive donc à nouveau dans le présent avec Shuai-kun qui débarque. Hein. Il ne s'est pas du tout rasé, on voit très clairement à son état que le mec il a pas dormi depuis 800 ans minimum.
Bon, on sait que ça fait 6 jours du coup. Et on va tout simplement enfin avoir le verdict de Shuei-kun. Et ça y est, donc il fait sortir tout le monde de la pièce, hein. Et on en arrive du coup à Shuei-kun qui va commencer par nous expliquer un petit peu que, bah, à la base, s'il n'avait pas réussi à trouver un plan au bout de son scénario, il comptait sauter la vie. Chose qu'il n'a pas faite, car il s'est rappelé des paroles de Sei, j'en ai pas parlé avant pour en parler ici, paroles de Sei qui disait à Shuei-kun avant qu'il ne parte, bah qu'il était tout simplement meilleur que Riboku. Chose que même Shuei-kun a fini par croire et c'est ce qui lui a sauvé la vie. Et c'est probablement aussi ce qui a sauvé Kin, hein. Très clairement, juste cette petite phrase du meilleur Riboku, ça a sauvé vraiment Kin, je pense. Dans le sens où Shuei-kun maintenant, il y croit. Et ça, déjà, je trouve ça extrêmement important parce que s'il y croit, ça veut dire qu'il pense avoir réellement trouvé un plan que même Riboku ne pourra pas contrer. Il a trouvé quelque chose contre lequel même Riboku ne pourra absolument rien tenter. Et ça, très clairement, ça mérite un respect de fou sur Shuei-kun, hein. Surtout qu'il faut vraiment pas le sous-estimer. Alors oui, il a fait des erreurs, oui, il a perdu plusieurs fois contre Riboku dernièrement. Mais il faut se rappeler aussi qu'à la coalition, s'ils ont tous tenu le coup, c'est grâce à Shuei-kun, hein. Si Kin n'est pas tombé à la coalition, c'est vraiment parce que Shuei-kun était là et qu'il a giflé Riboku un nombre incalculable de fois dans cette guerre. Ça, faut pas l'oublier quand même. Donc Shuei-kun a déjà dépassé Riboku, ce qui fait qu'il est évidemment dans le même tiers en termes d'intelligence. Et ça, faut vraiment pas le sous-estimer, Shuei-kun. Et encore, hein, surtout que, contrairement à Riboku qui est sur le terrain qui peut agir directement, Shuei-kun il fait tout à distance, en décalé. Et même comme ça, il a réussi à gifler Riboku. Alors imaginez juste un Shuei-kun qui potentiellement se rendrait sur le terrain et qui commencerait réellement à agir directement, quoi. Ce serait juste exceptionnel. Mais passons donc au plan que nous a concocté Shuei-kun, hein, tout simplement, qui se fait remercier en même temps par Seiya, évidemment, pour s'être investi autant. Et on a Shuei-kun qui va donc nous présenter 3 piliers. Et il va nous dire que pour retourner sur le chemin de l'unification, il va leur falloir 3 piliers. 3 réformes militaires. Et là, à partir de là, évidemment, on sent qu'il va y avoir un énorme changement dans Kin. Va y avoir des très gros shows qui vont changer tout simplement. Pas très français ça. Va y avoir pas mal de choses qui vont changer tout simplement. Qui vont s'axer autour de 3 piliers. Le premier étant donc d'inscrire chaque citoyen de Kin dans un registre familial. Chose que beaucoup n'ont pas compris, et c'est pas étonnant, parce que ça fait référence tout simplement à l'un des tout premiers chapitres de Kingdom, où on apprend que pour devenir un soldat de Kin, il faut être inscrit dans un registre de famille. C'est d'ailleurs pour ça que Shin avait dû obtenir un nom, hein, tout simplement, pour pouvoir entrer dans l'armée. Et ça, très clairement, c'est important de fou, mais réellement, c'est-à-dire que voilà, le fait d'inscrire toute personne de Kin dans un registre de famille, ça va permettre potentiellement de mobiliser en masse tout le monde, réellement. Alors ici, évidemment, ça va être de la mobilisation forcée, mais ça va être possible. Et deuxième point, ça va permettre du coup d'être plus précis sur ce que possède le royaume en termes de ressources militaires. Comme j'ai dit au début, on sait même pas en fait dans les châteaux combien ils ont exactement d'hommes. Est-ce qu'ils en ont 500, 200, 300 ? On ne sait pas. On ne sait pas précisément. Ici, si tout le monde est inscrit dans un registre des familles, on saura précisément. Et on pourra donc dire, ah tiens, ce château, ils peuvent envoyer 580 hommes, précisément. Et ça, déjà, ça va permettre d'être beaucoup plus réactif pour former les armées, et d'aller beaucoup plus vite, tout simplement, dans les guerres. Et vraiment, c'est pas quelque chose à sous-estimer. Donc déjà, c'est une première réforme qui va faire extrêmement mal aux autres nations, parce que Kin va se retrouver avec un nombre de soldats juste énervé, hein, vraiment, ça va être exceptionnel. Maintenant, il y a plusieurs problèmes par rapport à ça, à voir si ça va être corrigé dans les autres réformes, dans les 2 autres piliers. Mais déjà, évidemment, ça restera des paysans, donc il va falloir les former. Donc il va falloir évidemment mettre en place des formations, hein, tout simplement. Donc probablement les généraux, hein, qui vont recruter des hommes vont devoir les former spécialement, hein, pour les rendre viables au combat. Et deuxièmement, ça va pas régler le problème de l'argent, au contraire. On sait que là, les caisses de Kin, elles ont pris extrêmement cher. Donc il va falloir trouver également un moyen d'obtenir plus d'argent.
Sachant que si on envoie les citoyens à la guerre, bah il n'y a plus de paysans dans les champs potentiellement, ou alors c'est les femmes qui vont s'y mettre, femmes et les enfants. Mais du coup, il y aura plus d'hommes dans les champs. Donc forcément moins de nourriture, etc. Donc de ce côté-là, il va falloir trouver des alternatives. Alors l'une des alternatives par rapport à ça, je pense que ça peut être qui peut très clairement les aider hein, justement de ce côté-là au niveau financier. Je pense que c'est quelque chose qui est envisageable. À voir ce que ça peut donner, mais je pense que c'est envisageable d'une manière ou d'une autre. Peut-être en créant un commerce interpays, c'est une possibilité. Donc pour renflouer les caisses, tout simplement, bah, on va avoir un nouveau personnage spécialisé tout simplement dans la finance. Hein. C'est quelque chose également qui peut être très important. Alors ce sera pas Ryofui parce qu'il est considéré mort. Hein. On sait qu'il n'est pas réellement, mais il est considéré comme mort. Donc voilà. À voir qu'est-ce que ça peut être, hein, tout simplement, mais ça va être très important de ce côté-là. Maintenant, également, ça va permettre aussi de trouver pas mal de petits chines, on va dire, cette première réforme, parce que forcément, tous les esclaves machin qui restent de devenir militaires mais qui ne le peuvent pas, alors là, ils auront quartier libre. Et très clairement, avec la haine de Qin à l'heure actuelle, forcément pour Zhao, ah, je pense qu'on va avoir des mini-chines de partout. Ah, ça va piquer, très clairement. Hein. On a vu déjà que la Ishin a pu recruter quelques soldats dernièrement qui sont vraiment exceptionnels et qui étaient absolument inconnus au bataillon, hein. Notamment les deux archers qui sont parmi les meilleurs archers de Chine, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est quand même assez exceptionnel. À voir du coup hein, qu'est-ce que ça va pouvoir faire de ce côté-là. Du coup, au niveau des deux autres piliers, je pense très clairement, comme j'ai dit, qu'il va y avoir un pilier autour de l'argent. Hein. Alors oui, ce sont censés être des réformes militaires, mais justement, encore une fois, c'est quand même important de causer thunes hein, avec des militaires, surtout quand on voit 200 000 hommes, je sais pas où. Donc forcément, je pense que ça va en faire partie, et forcément le sujet va être mis sur la table. Du coup, à voir. Je pense que dans le prochain chapitre, on va avoir du coup plus d'informations sur cette première réforme et peut-être un peu sur la deuxième et la troisième qui devra arriver potentiellement plus tard. À voir. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé moi durant ce chapitre quand même. 17 minutes, c'est pas mal. Du coup, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Mais moi, je pense réellement que Shuei Kun est en train de nous concocter un truc de fou et que vraiment, on n'est pas prêt. Du coup, voilà. Sur ce, moi, je m'arrête là pour cette vidéo. Et puis, du coup, nous, on se retrouve pour une prochaine. Allez, bye tout le monde.